Alors, vous êtes un enfant du canal. Je suis né à Ismailia le 15 novembre 1930. Mon père est arrivé au canal de Suez en 1900, je vous l'ai dit, 21-22, je crois, comme pilote d'abord à Port Saïd, où est né mon frère aîné. Et puis ensuite, il a été transféré à Ismailia, où mon frère, qui avant moi, est né en 28, et moi, je suis né le 15 novembre 1930. Mon père était hollandais d'abord, hein, il n'était pas français. Il a épousé ma mère à Paris en 1921. Mon grand-père, qui devait connaître quelqu'un au canal de Suez, lui a permis d'être pris comme pilote, puisque, comme vous le savez, l'administration était française et les pilotes étaient internationaux. Je sais qu'il est resté, comme d'habitude, comme tous les pilotes, 3 ans comme pilote de port à Port Saïd. Tout le monde était comme ça. Et puis après, il est venu à Ismailia. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les jésuites, pour une fois, ont demandé à une femme de venir enseigner dans le collège de la Sainte Famille au Caire, parce qu'ils n'avaient pas de professeur d'anglais. Alors ma mère a été pendant 2 ans, je crois, à peu près 2 ans, je ne me rappelle plus très bien, professeur d'anglais. Moi-même, je l'ai eu, ce qui n'est pas très agréable. Vous l'avez eu comme professeur? Oui, oui, c'est pas très agréable. À Ismailia, il y avait une école des frères de Plohermel. Ça devait aller jusqu'en 3e, je crois. Pour une raison dont je ne me souviens pas, peut-être parce que j'étais le dernier, ma mère m'a gardé en seconde à Ismailia, où j'ai eu des professeurs avec 4 ou 5, on était 4 ou 5. Votre père ne vous a pas tellement parlé de son travail? Moi, je me rappelle très bien, le soir, bon, il était dans son coin et il avait des tas de bouquins de langue. Il en écrivait 6 ou 7, mais oui, c'était son hobby, comme on dit. Mais à part ça, non, pendant le canal de Suez, je sais pas. Heureusement, il n'a jamais eu d'ennui, lui. Il n'a jamais mis de bateau au sec. Parce que ça arrivait de temps en temps. Ça arrivait, alors là, justement, peut-être qu'il est taciturne, mais est-ce qu'il vous a raconté des histoires de bateaux au sec? Non, parce qu'il n'aimait pas... enfin, dirais-je, il n'est pas dire du mal des gens qui avaient mis le bateau au sec, alors ils n'en parlaient pas, mais c'est vrai que il y avait dans le canal de Suez, vous devez le savoir aussi bien que moi, des courbes qui étaient juste avant Ismailia. Il y avait d'une de ces courbes, quand il y avait du vent, les bateaux qui étaient hauts sur pied et qui portaient au vent, s'échouaient assez, bon, pas assez souvent, mais enfin, il y avait des échouages à cet endroit-là. Et dans le sud du canal de Suez, il y avait aussi, parce qu'il y avait des bancs de sable qui se déplaçaient avec le vent. Donc il y avait des échouages, mais m'en parlez pas. Moi, la seule chose, le souvenir que j'ai, c'est le bateau qui a démoli le pont d'Alcantara. Me demandez pas le nom du pilote, je ne m'en rappelle plus, mais c'était un bateau qui venait de Port Saïd pour traverser le canal de Suez et qui, pour une raison ou une autre, a dû prendre une embardée et a démoli une des piliers qui supportaient la moitié du pont. Le pont s'est effondré dans le canal, interrompant la circulation pendant, je crois, une 8aine de jours, quelque chose de ça. Ah oui, oui. Comme ça, c'est écrit partout, ça. L'accident du canal de Suez, c'était en 1950... ça devait être 54, je crois, quelque chose dans ce goût-là. Ismailia qui était séparé un peu en deux, il y avait le canal de Suez et le quartier qu'on appelait entre guillemets arabe, ça s'appelait comme ça, on ne peut pas l'appeler autrement. Et dans ce quartier arabe, un jour, on pouvait y aller assez facilement, mais enfin en 54, ça a commencé un petit peu à chauffer. Et pour vous donner une anecdote un peu idiote, si vous voulez, c'est que je me suis fait cirer les chaussures. Eh bien, on se fait engueuler par la population parce qu'on cirait les chaussures par un arabe.
On a failli être, non, je dirais pas lynché, mais enfin, ben, on est parti assez... La population égyptienne qui n'appréciait pas que vous fassiez Cyril. Ah oui, oui, à l'époque, non, ça allait pas très bien déjà. Hein. Oui, 54, ça allait pas. Hein. oui, oui. Je crois que c'est 54, hein, il me semble. Donc, votre père, donc, c'est ce que vous avez vécu, cet épisode, et en dehors de cette caractéristique, votre père ne vous a pas tellement parlé de son travail, semble-t-il. Non, non, je sais que, vous savez, les pilotes, surtout les pilotes d'Ismailia, ils prenaient soit un bateau qui partait d'Ismailia pour aller jusqu'à Suez, Oui. soit un bateau qui partait d'Ismailia pour aller jusqu'à Port Saïd. D'accord, oui. Alors, comme ça. Et bon, la seule chose, c'est qu'à cette époque-là, enfin, les coordinations n'étaient pas très très bien faites et parfois ils attendaient, parce qu'ils étaient rapatriés par une voiture. Oui, c'est ça. Ils étaient rapatriés par une voiture et de temps en temps, ils attendaient la voiture pendant 3 heures ou 4 heures. Alors quand ils rentraient à la maison la nuit, il n'était pas content. D'accord. Voilà le seul vraiment épisode. Il n'a jamais eu de problème avec ses supérieurs, du moins que je sache. Et est-ce qu'il vous a donné est-ce qu'il vous a raconté quelques petites anecdotes autour du pilotage avec tel ou tel bateau, quelque chose un peu bizarre? Non, la seule chose qu'il me racontait, c'est quand il faisait traverser des bateaux russes. Ah, Alors à l'époque, il parlait russe oui. avec le commandant en général, et le commandant lui disait: écoutez, on va aller ailleurs parce qu'il y a l'officier du KGB qui est là derrière. Alors si vous voulez, on va aller parler un peu ailleurs. Ah, ça c'est intéressant. Oui. Ça, c'est la seule chose qui m'a raconté, quoi. Oui, oui, si. Et puis il n'était pas très bien avec les pilotes, avec les commandants anglais, Ah oui. qui ne comprenaient pas qu'on leur imposait un pilote pour traverser le canal de Suez. Ah, ça c'est intéressant aussi. Voilà, c'est des petites choses complètement anodines, je dirais, mais Oui, enfin oui, bon. oui. Mais c'est intéressant parce que il était hollandais, donc c'était pas un Français. Non. Et néanmoins, les pilotes anglais étaient mécontents. Non, c'est pas les pilotes anglais, les commandants anglais. Il y en a peut-être d'autres d'ailleurs, mais lui, c'est ce qu'il m'a dit, vous savez, des mémoires, j'ai pas. Il m'a peut-être raconté d'autres choses, mais non. Oui. Et vos parents menaient une vie mondaine ou pas du tout? Non. Très peu. Très peu. Mon père, d'abord, comme Hollandais, n'était pas tout reçu par l'intelligentsia, j'y arriverai, française. Ah, oui, il y avait une sorte de barrière. Il y avait oui, quand même une barrière. Pourtant, il parlait parfaitement français, hein, aussi bien que moi. Mais moi, je ne parle pas hollandais du tout, parce que ma mère ne voulait pas que mon père nous parle hollandais. Voilà. Donc, j'ai pas appris le hollandais, moi. Et j'ai toujours été dans une école française. C'est pour ça qu'à 20 ans, j'ai été naturalisé français. Et alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que pourtant, il était marié à une Française. Oui. Ça ne faisait rien. Ça faisait quand même. Il ne faisait pas partie de l'intelligentsia. Non, parce que ma mère n'était pas du tout mondaine, hein, pas du tout. Elle passait sa vie à lire, à jouer au piano. Ah oui, elle avait Elle avait quelques dons, oui, mais enfin pas non. Oui. Comme ça, quoi, c'est tout. Mais non, ils avaient, je me rappelle, 4 ou 5 groupes d'amis, c'est tout, 4 ou 5 couples. Mais ils allaient le 14 juillet, mais sans ça, non. Et les 4 ou 5 amis, c'était quoi? Des pilotes aussi? Non, il y avait il y avait deux administratifs. Il y avait le pharmacien de l'hôpital. Ah, le pharmacien de l'hôpital. Ah, il y avait le pharmacien de l'hôpital. Et c'était des gens français ou? Tous étaient français. Tous étaient français. Oui, on ne recevait jamais de Hollandais. Ah oui. Mais ça, c'est parce que, je vous dis, ma mère est une personne un peu directive, dirons-nous. Et parce qu'il y avait d'autres pilotes hollandais. Oui, il y en avait d'autres.
dont je me rappelle le nom Amstra, par exemple, puis il y en a un autre qui s'appelait Van Dierendonck. Oui, oui, il y en avait d'autres, mais d'ailleurs, tous ces pilotes hollandais parlaient un peu français. Oui, d'accord. C'est les deux que je cite parlaient très bien français, parce que c'est toujours la même chose, ils apprenaient 4 langues. Oui, c'est ça, oui, oui, voilà. Mais alors, là, tout à l'heure, quand il n'y avait pas la caméra, je vous ai parlé des Franchos. Oui. Les Franchos, quand même, vous les connaissiez bien. Oui. Ils n'étaient pas dans la même classe que moi, puisque je vous dis, ils avaient, je crois, 2 ans de moins. Oui. Mais je connaissais les Franchos. Enfin, vous savez, on connaissait tout le monde. Hein. Ismaïlia, c'était une petite ville française. Hein. Oui. À l'époque, toute l'administration était française. Donc, tout le monde se connaissait. Et puis, à cause, j'allais dire, oui, à cause de la guerre, quand même, on est restés tous là-bas pendant 4 ans sans bouger. Sans bouger, c'est ça. Si, les gens allaient au Liban, un peu au Liban et à Chypre, oui. Mais le reste du temps, ils étaient là. Donc on vivait, on a tous vécu en vase clos pendant les 4 ans de guerre. Les souvenirs de la guerre, c'est des souvenirs un peu simplistes. Bon, la guerre a été déclarée. Et mon père, qui parlait allemand, m'avait dit la guerre elle va se déclarer parce que Hitler est un dictateur, comme il écoutait il écoutait Hitler dans la langue, donc il avait bien compris que la guerre allait se déclencher. Bon, les souvenirs pendant la guerre, alors c'est que au début on était bombardé par des Italiens qui bombardaient, excusez-moi, un peu n'importe comment, qui heureusement ne faisaient pas trop de dégâts ni trop de morts. Puis après, on a été bombardé par les Allemands. Alors ça, bombardé par les Allemands, c'était quand même un petit peu plus, un peu mieux. Enfin, pas pour nous, mais pour les bombardements. Bon, il larguait beaucoup mieux les bombes et les mines dans le canal de Suez. Ah oui, pour arrêter le canal de Suez. Pour arrêter le canal de Suez. Et il y a quand même, je ne me rappelle plus combien, mais au moins une dizaine ou douzaine de bateaux qui ont sauté sur des mines, gros et petits d'ailleurs. Alors, si vous voulez une anecdote, mais je sais pas, vous la couperez hein, si vous voulez. Toutes les anecdotes sont significatives. Parce que, alors, au moment des bombardements et des largages de mines, le gouvernement égyptien, à la demande du canal de Suez, avait mis tous les kilomètres des gardes le long du canal pour voir où les bombes tombaient. Oui. Bon, alors il y en a une partie qui faisait bien leur boulot, et puis il y en avait une autre partie qui était un peu plus, entre guillemets, trouillard, ou truc, et quand on larguait les mines, ils tournaient le dos. Ah oui. Ce qui fait qu'en fait, quand on leur demandait où étaient larguées les mines, ils ne savaient pas. Enfin, voilà une anecdote. Par contre, les anecdotes beaucoup plus désagréables, c'est quand les Allemands ont bombardé, ont mitraillé, mais n'ont pas bombardé tout le quartier arabe, pour tuer le maximum de personnes, pour les faire pencher vers eux. Ah oui, il y a une stratégie de bombardement. Ah oui, enfin mais de mitrailler. Ils sont passés en mitraillant les rues et en tuant, je ne me rappelle plus combien de personnes, mais bien 2 000 à 3 000 en 2 jours. À Ismaïlia. Oui, ça je me souviens bien. Non, et puis, bon, vous le savez peut-être comme moi, et puis je ne sais pas s'il faut le dire, mais les Égyptiens, le gouvernement égyptien était pro-allemand. Ils n'attendaient que Rommel arrive pour les délivrer des Anglais. Ils n'arrêtaient pas de dire du mal des Anglais. Peut-être pas le gouvernement, mais dans la rue, ça, ils étaient tous anti-anglais. Ah oui. Ah oui. Ça. Votre père vous en a parlé de ça, ou non, vous étiez trop jeune peut-être, pour vous parler de ce sentiment anglais des Égyptiens? Mais si, enfin, il m'en parlait, c'était connu de tout le monde. Hein. C'était vraiment connu de tout le monde. Ils étaient pro-arabes, pro-allemands. Alors peut-être pas le peuple, mais le gouvernement, sans le dire, était pro-arabe. Farouk et avant Fouad
Elle voulait que les Allemands les débarrassent des Anglais. Oui, c'est ça. Ah oui? Oui, mais alors pourquoi? C'est curieux quand même, à partir du moment où vous voulez que les Allemands les débarrassent des Anglais, comment se fait-il que les Allemands aient tiré sur les Arabes? Parce que c'était pas le moyen de se rendre... Si, c'était le moyen de montrer leur force. Enfin, moi, j'ai interprété ça comme ça, ou a posteriori, hein, peut-être pas quand j'avais 10 ans ou 12 ans, mais a posteriori, c'était pour faire peur. Oui, c'est ça. Pour faire peur et montrer leur force et montrer qu'ils étaient plus forts que les Anglais. D'accord, ah oui, d'accord. Oui, oui, oui. Je pense, enfin. Et est-ce qu'à l'école, des frères de Ploermel, on vous parlait un petit peu de ce qui se passait, de la guerre? Non. 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 Non, j'étais trop petit, peut-être que moi j'ai commencé la guerre, j'avais 9 ans. Oui, ça d'accord. Enfin, vers 43-44, vous aviez déjà 13. Non, ils nous parlaient de la guerre, ben, c'est-à-dire qu'ils n'aimaient pas les Allemands, les frères de Ploermel, comme je pense beaucoup de Français ça, à l'époque. Oui. Mais sans ça, non, non, non. Non. Et dans ces classes de Ploermel, ça devait être des classes très cosmopolites. Il devait y avoir Absolument. Vous savez, au Caire, c'est la même chose que quand j'étais après au Caire. Les classes étaient complètement cosmopolites. Vous aviez d'abord à Ismailia toutes les langues, puisqu'il y avait des pilotes de tout. On parlait italien, on parlait suédois, on parlait... enfin, je ne sais plus, enfin, toutes les langues. Donc, ça a toujours... C'était multiculturel et multireligieux. Moi, j'avais des Arabes, des Juifs et des chrétiens, tous ensemble, sans aucun problème. Dans les classes. Il n'y a jamais eu de problème en Égypte entre les trucs, jusqu'à la création d'Israël. D'accord, oui. Il y avait bon, on ne dirait pas qu'ils s'embrassaient sur la bouche, hein, entre juifs et arabes, mais bon, c'était comme ça. Oui. Et coptes aussi, j'ai oublié les coptes. Mais du jour à la création de l'État d'Israël, ça n'a pu marcher du tout. Ça, oui, d'accord. Oui. Tout le monde s'est senti obligé de se taper les uns sur les autres. Hein. Il y avait déjà des pilotes égyptiens quand... Oui. Pas au début, non, au début je ne me rappelle plus, mais quand j'y retournais en vacances, oui, il y avait des pilotes égyptiens. Mais vous savez, on a dit que piloter, c'est ce que m'a raconté mon père. Alors si vous voulez des histoires sur la façon de piloter... Ah oui, ça oui, absolument. On racontait que piloter les bateaux dans le canal de Suez, c'était extrêmement difficile. Oui. Et si vous vous rappelez, en 50... quand au moment de l'envahissement, on a dit, ah ben, de toute façon, les Égyptiens n'arriveront jamais à piloter un bateau dans le canal de Suez parce qu'ils sont incompétents. Mon père m'a toujours dit, c'est complètement faux. N'importe qui, non pas n'importe qui, mais celui qui a une bonne formation de capitaine au long cours, puisqu'il fallait être capitaine au long cours pour être pilote, il est tout à fait capable, après 2 ou 3 ans comme nous, on apprenait au début, ils étaient tout à fait capables. La preuve, c'est que, on ne me souvient pas d'avoir entendu parler, puisque moi j'habitais plus là-bas déjà, de pilotes égyptiens ayant mis au sec un bateau. Hein. Non. Non, mon père m'a toujours dit, tout ce qu'on raconte en France, surtout en France d'ailleurs, sur le fait que les Égyptiens, les pilotes égyptiens, parce qu'il y en avait déjà, il y avait les pilotes du port d'Alexandrie, les pilotes du port de Port Saïd, encore Port Saïd, non, c'est la compagnie du canal de Suez, mais il n'y avait aucun problème. Ils étaient bien formés. Est-ce que vous n'avez pas de souvenir de pilotes égyptiens que connaissait votre père? Ah non. Non, là, je peux vraiment pas vous dire. Alors là, je sais que il en a formé, comme il était pilote formateur, il en a formé avant de partir, je ne me rappelle pas, mais au moins une vingtaine, au moins. Je ne sais plus combien il y avait de pilotes au Canada, 150 ou 180, quelque chose comme ça. Mais j'ai peu de souvenirs exacts.
Et alors, justement, votre père est resté au Canal de Suez jusqu'à quand, alors, lui? De 22 à... Bah, il est resté de 22 à 56, mais au moment de la nationalisation Mais du pourquoi, Canada. moi, la nationalisation, il était hollandais? Oui, attendez, ben, je vais vous le dire. Expliquez. Au moment de la nationalisation, comme il était hollandais et comme il était pilote instructeur, la compagnie, enfin la compagnie égyptienne, les Égyptiens prenant les rênes, lui ont demandé de rester Oui, avec un salaire 3 fois celui qu'il avait. oui. Et il a refusé. Ah oui? Il n'a pas voulu rester, il a dit tous mes amis sont partis, moi je veux pas rester, ce qui fait qu'il est parti et il a eu le droit au sort des autres, c'est-à-dire que tout a été confisqué. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Et après, il a continué dans la... Non, 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 il s'est arrêté. non, non, après il avait déjà 60, Oui, c'est ça. 62 ou 63 ans. Et il en avait un petit peu assez. D'ailleurs, il disait je veux partir, mais la compagnie disait mais non, restez, restez. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup, il y avait 2 ou 3, il y avait Malais. Puis les autres, je ne me rappelle plus, mais il y avait 2 ou 3 pilotes majors qui donc apprenaient aux jeunes et pilotaient les plus gros bateaux qui passaient à l'époque. Mais est-ce qu'il en pilotait encore ou en tant qu'instructeur? Non, il en pilotait plus. Non, à la fin, les deux, je crois, les 2 ou 3 dernières années, il pilotait plus. Il était avec, il supervisait un pilote jeune. C'est ça, voilà. Parce que sinon, en général, quand on était déjà confirmé, on pilotait les gros bateaux. Eh bien, alors là, je vais peut-être, je n'ose pas vous dire que ce que je dis est tout à fait exact, mais ils montaient les pilotes, si vous voulez, de tonnage. C'est ça. Ils montaient de tonnage. Au début, ils faisaient passer des petits bateaux ou des cargos locaux, si vous voulez. Et puis plus ils prenaient de l'âge, plus ils prenaient de l'ancienneté, et plus ils pilotaient les gros bateaux, en particulier les benziniers. Ben oui, mais ces benziniers, il fallait mieux pas qu'ils s'accrochent à quelque chose. C'est une catastrophe. Oui. Heureusement, celui qui a démoli le pont d'Elferdane n'était pas un benzinier. Ah oui, Non. oui, oui. Ben oui, parce qu'il risquait de prendre feu. Enfin, est-ce que dans votre mémoire, c'est l'épisode principal que vous avez vécu, hein, il n'y en a pas eu d'autres dont par contre qu'on vous a raconté, de bateaux qui avaient échoué Non, les autres, bon, moi je me rappelle un bateau qui avait échoué près de la plage parce qu'il y avait un banc de sable là. Bon, enfin bon, il s'est échoué et puis il n'y a pas de marée hein, dans le canal de Suez. Il y avait une petite marée de 10 cm, mais avec 2 gros remorqueurs, les gros remorqueurs qu'avait le canal de Suez, là, ils les sortaient facilement. Enfin, il n'y a pas eu de... Non, ils ne se sont jamais échoués sur des rochers avec des problèmes de coque éventrée. Non. Enfin, moi, je ne m'en souviens pas, en tout cas. Non. Oui, voilà. Bon. Voilà. Alors, vous êtes parti d'Égypte pour faire vos études supérieures? Oui. Moi, je suis parti d'Égypte en 40... je ne sais jamais si c'est 46 ou 47, après la deuxième partie du bac de l'époque. Oui. Et puis je suis venu en France. Ah non, attendez, je suis resté... J'ai commencé le PCB, vous savez, les études de médecine, c'était le PCB à cette époque-là. Et pour la première fois, ils avaient créé au Caire une section pour préparer le PCB que vous deviez venir passer en France. Voilà. Et j'ai donc profité de ceci. Et donc j'ai commencé 6 mois après, 8 mois, on avait 8 mois en Égypte, puis après on venait en France. Passer l'examen, enfin le concours, puis non, c'est pas un concours, c'est un examen. Donc je suis parti après à Montpellier, puisqu'on dépendait de Montpellier. Et vous avez fait vos études après à Montpellier? Vous avez fait vos études de médecine? Non,
j'ai passé le PCB là-bas avec pas mal de problèmes parce qu'en Égypte, on avait fait la moitié du programme, comme souvent. Et donc, non, après, mon frère faisait les mêmes études que moi en médecine, donc je suis remonté à Paris. À cette époque-là, on pouvait passer d'une faculté à l'autre sans aucun problème, non, sans aucun problème. Puis j'ai fait toutes mes études de médecine ici à Paris. Ah oui, d'accord, d'accord. Et alors, vous reveniez régulièrement Oui, en Égypte pour oui, parce que vraiment, on avait de telles facilités et de telles possibilités au canal de Suez, parce que tout appartenait au canal. Oui. Hein, le terrain de tennis, la plage, même il y avait une équitation qui appartenait plus ou moins au canal de Suez. Ah oui, oui. Donc on avait tout. Il y avait un cercle de la voile, par exemple, dans lequel il y avait des bateaux qui appartenaient au canal de Suez. Il avait tout, le canal de Suez. C'était un domaine complètement particulier. Voilà. Mon père était assez sportif, je faisais beaucoup de sport. Oui. Mais il y avait même un club de water-polo. Ça revient comme ça. On faisait beaucoup de voile. Moi, je faisais beaucoup de voile dès l'âge de 5 ans ou 6 ans avec mon père. Alors, il y avait pour les plages, ça vous devez le savoir, il y avait quand même une plage pour les employés et une plage pour les ouvriers. C'est ça. Surtout à Port Saïd. Oui. À Ismailia, je ne me rappelle plus la plage des ouvriers. Ah si, elle était un petit peu vers l'hôpital, là-haut. Oui, il y avait, mais c'est la seule. Le reste, moi je jouais au tennis, je jouais avec des gens qui étaient des fils d'ouvriers, des fils de contremaîtres, non, ça. Oui, 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 oui. Au niveau des, oui. Il y avait au niveau des plages. Oui, oui, surtout à Port Saïd, à Ismailia, je me rappelais à la grande plage, mais moins de hiérarchie. mais un peu moins, oui. Pourquoi, je n'en sais rien. Mais vous savez que les Port-Saïdiens n'aimaient pas les Ismailiotes, et vice-versa, enfin, n'aimaient pas. Il y avait des tensions. Oui, il y avait des petites tensions. Oui. Est-ce que vous avez des souvenirs de l'enseignement des frères de Ploermel? Oui. Bah, c'est quand même un enseignement assez religieux. Enfin, il y avait une grande partie d'enseignement religieux chez des frères. Hein. Ceux qui étaient juifs, musulmans ou protestants même, ils n'y participaient pas, c'est tout. Votre famille votre père hollandais était catholique? Non, il était protestant, non pratiquant. Non pratiquant. Non, Donc, non, c'était le seul de sa famille d'ailleurs qui était mal vu. Et ma mère, au début, elle n'était pas grand-chose, puis après, elle s'est convertie plus ou moins. Enfin, je ne sais même pas si elle était baptisée, ma mère, j'en sais rien. Enfin, nous, on a été élevés dans la religion, comme beaucoup. dans quelle religion vous avez été élevé? Catholique. Catholique, d'accord. Voilà. Et donc, puisqu'il y a... Non, sans ça, vous me demandiez... la façon, je pense qu'ils avaient la même façon d'enseigner en Égypte que les frères de Ploermel enseignaient en France. Ah bon, ils n'adaptaient pas du tout. Hein? Est-ce qu'ils faisaient des choses en rapport avec le fait qu'ils se trouvaient en Égypte et pas en France? Eh bien, alors, je vous dirais une chose, c'est la seule chose que j'ai regrettée dans l'enseignement, aussi bien chez les jésuites, après les frères de Ploermel, c'est qu'on ne nous obligeait pas à apprendre l'arabe. Ah oui. Non. À l'époque, ce n'était pas obligatoire. Et ça, c'est une erreur fondamentale, je crois. Oui, oui. Tout à fait fondamentale. Moi, j'ai appris l'arabe dans la rue. Ah oui. Oui. Ah, vous parliez arabe? Je baragouinais. Oui. Baragouinais l'arabe. Enfin, j'étais capable de me faire comprendre. Je ne le suis plus maintenant, d'ailleurs, mais quand je suis retourné en Égypte, après, je vous raconterai peut-être si ça vous intéresse. Mais c'est plus dans le canal de Suez. Si, ça m'intéresse. J'ai toujours vraiment regretté de ne pas avoir appris l'arabe parce que ça nous permettait, on ne pouvait pas communiquer. Oui. On communiquait pratiquement pas avec les Arabes. Sinon, avec l'arabe de la rue, en général, c'est quand on est enfant, c'est pour se bagarrer, comme tous les enfants, quoi. Hein? Non, parce que moi, je suis retourné en Égypte faire de l'enseignement chirurgical après. Ah, très bien, oui. Après, mais ça vous intéresse pas, c'est pas le canal de Suez. Oui, mais enfin, on peut quand même un peu en parler, ça peut être intéressant. Vous êtes revenu en Égypte quand?
Eh bien, je suis revenu en Égypte en 86, 30 ans après, pour aller faire des cours de chirurgie et apprendre aux Égyptiens qui, à ce moment-là, n'étaient pas très au courant de la chirurgie orthopédique, à mettre en place des prothèses. Voilà. Et je suis retourné de 86 à 2003 ou 2004. Et vous y retourniez quoi, tous les ans, quelques semaines? J'y allais 15 jours tous les ans. Ah oui, c'est ça. Et est-ce que vous avez... D'abord dans une université d'État, oui. Puis ensuite chez les militaires. Ah, d'accord. Et est-ce que vous avez eu envie d'aller revoir les lieux de votre enfance? Mais je les ai revus. Oui. J'ai toutes sortes de photos sur les filles, sur ma maison, sur les gens. Oui, vous savez, moi je suis... on a vécu une enfance tellement agréable, même pendant la guerre, faut bien dire. Bah oui, on était privé de rien. On était privé de rien, puis on était ravitaillé, comme mon père, comme tout le monde. Vous savez, sur les bateaux, les commandants leur donnaient en leur disant « vous devez crever de faim, on va vous donner ça et ça ». Je me rappelle, on prenait du beurre australien, très beau. Enfin, c'est des... Oui, on a vécu une enfance absolument extraordinairement heureuse. Enfin, ceux qui racontent le contraire, c'est faux, hein, même pendant la guerre. On écoutait ce que disait la radio sur la vie en France, la vie en Angleterre, etc. On se disait les pauvres. Bon, on a eu du pain noir pendant quelques années, c'est tout. Alors peut-être que j'ai d'autres personnes qui ont plus souffert que moi, mais... Vous avez un très bon souvenir. Non, oui. Et je regrette, j'y retournerai très volontiers malgré mon âge. Oui, j'y suis retourné d'ailleurs pour faire du tourisme, comme beaucoup d'anciens du canal. Hein. Beaucoup. Plus maintenant, mais même jusqu'en 2000, il y avait beaucoup de gens du canal qui retournaient régulièrement. J'ai même... En retournant une année, j'ai retrouvé un père chez les Jésuites que j'avais connu, qui avait 92 ou 13 ans. Il ne se rappelait pas de moi, d'ailleurs, mais enfin... Souvent, les professeurs se rappellent moins de leurs élèves que les élèves. Voilà, exactement. Oui, absolument, oui, c'est ça, oui. Non, mais... Et d'ailleurs, si vous êtes revenu en Égypte, parce que finalement, à faire de la formation, c'est que vous avez eu un bon souvenir de ce rapport avec l'Égypte. Ah oui, moi je m'entendais bien avec l'Égypte, puis qu'est-ce que voulez-vous, je baragouinais un peu l'arabe, mais j'arrivais pas à suivre une conversation en arabe, ce qui fait qu'heureusement tout se passait en anglais. Hein. Oui, d'accord. Mais j'y retournerai, je vous dis, encore très volontiers. J'ai appris la nationalisation sur le bateau, un de ces bateaux qui venait d'Indochine. Ah, le nom. Bon, bref, il y avait beaucoup de gens du canal de Suez à bord. Oui, Hein. Et oui, c'était les vacances qu'on payait aux... Oui, ils venaient en vacances. Ils venaient en vacances en France. À ce moment-là, au début, c'était tous les 2 ans, puis après, c'est tous les ans. Ah oui, tous les ans. À la fin, pas tout le monde, mais ceux qui avaient une certaine ancienneté avaient le droit à venir tous les ans. Bah, peut-être pas tout le monde. Hein. Pas tout le monde, d'accord. C'est à un certain niveau, oui. Moi, mon père, il n'allait pas souvent en Hollande, alors c'est pour ça que... Mais là, le voyage, on lui payait en France ou en Hollande? Parce qu'il avait des liens... Ah, le voyage, alors là, je ne sais pas, on ne me demandait pas, parce que j'étais trop jeune à ce moment-là. Je ne m'intéressais pas à qui payait le voyage. Et parce qu'il avait encore une implantation en Hollande ou il avait uniquement une implantation en France par votre mère ou non? Ah non, en France, on n'en avait aucune. Ma mère était fille unique. Je vous dis qu'elle était partie en Algérie parce que son grand-père a été chassé par Napoléon III.
étant, comment dirais-je, républicain, voilà, bref, en France, on n'avait absolument aucune attache, mais par contre, mon père, alors oui, moi je dois avoir 80 cousins hollandais au moins. Ils étaient 12 dans sa famille de mon père, alors... Non, mais... Donc, en arrivant en France, on était complètement perdus. Oui. Moi, je me rappelle, arrivant en France en 47, je vous dis, je crois que c'est en 47, à Paris. Non, quand on est remonté de Montpellier à Paris, je trouvais que Paris était une ville triste, noire, sale. Et on vivait... Non, ça vous intéresse pas, mais enfin... On vivait chez une vieille dame, fille d'un général, d'un polytechnicien qui avait un magnifique appartement dans le 8e. Il n'y avait pas de salle de bain. À l'époque, 47. Alors nous qui avions une salle de bain et l'eau courante et tout. Oui, ça vous paraissait curieux. Ah oui, ça m'a paru extrêmement curieux. Mais enfin... Oui, vous sentiez, oui c'est ça, vous sentiez pas tellement, vous étiez français par la langue et puis après par la nationalité, mais finalement, vous n'avez pas tellement une implantation française. Non, mais j'ai vécu avec des Français tout le temps, à l'école, à la maison, tout le temps. Donc pour moi, ma langue, c'est le français d'abord. Et puis je n'imaginais pas d'aller vivre ailleurs qu'en France pour faire des études. Alors, ça c'est un peu disons en effet pas dans le sujet même, mais quand même, j'ai été frappé en tant qu'historien parce que vous avez dit que votre mère savait que ses ancêtres avaient été chassés par Napoléon comme républicains. Ah oui? Ah oui. Ah oui, ça c'est mon grand-père qui a vécu avec moi en Égypte, puisque a vécu en Égypte. Donc moi, et je me rappelle très bien qu'il me racontait toutes sortes d'histoires sur le père Charles de Foucault, sur l'abbé Lavigerie, enfin sur toute cette histoire de l'Algérie. Ah oui, ça c'est pour ça que moi j'aime beaucoup l'Algérie, mais j'allais faire des cours en Algérie aussi, mais un jour on nous a tellement mal reçus que j'ai décidé de ne pas retourner. Et pourquoi votre grand-père vivait en Égypte? Parce que c'est non, ben, il est venu parce que quand sa femme est morte, et qu'il était tout seul, je pense, à Paris, ma mère lui a demandé s'il voulait venir en Égypte vivre avec... Ah d'accord, voilà, elle a accueilli son père. Elle a recueilli son père, voilà, qui était un amoureux de Victor Hugo. Alors il avait tout Victor Hugo en petit, comment ça s'appelle là, en petit opuscule, là, vous vous rappelez, les opuscules? Ah, il en avait une bibliothèque entière. Parce qu'il se sentait toujours républicain, quoi. Ah oui, ça... Oui. Ça, il ne pouvait pas sentir Napoléon, ça. Oui, ça, d'accord. Mais enfin bon, ça c'est de la... Si, parce qu'attendez, votre grand-père, vous savez à peu près quand il était né, votre grand-père? Ça doit être 50, 1856. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est son père qui avait dû... C'est son père, c'est pas lui. Oui, non, c'est ça, c'est son père qui avait dû partir. Son père avait été chassé de France et envoyé en Algérie, comme ça se faisait à l'époque. Bien entendu, oui. Les Alsaciens, il y avait plein d'Alsaciens. Après, il y a eu les Alsaciens, après, il y a eu les communards. Après, oui, alors après... Oui, mais ça, non, il y a eu toutes ces gens dont on s'est débarrassé, entre guillemets. Voilà, on les débarrassait là-bas, et puis ils ont fait leur trou là-bas. Vous vous rappelez quelle profession avait eu votre grand-père en Algérie? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Je sais qu'il habitait Constantine, c'est tout. J'ai été, moi, revoir l'endroit où il habitait quand j'ai été faire des cours à Constantine. Mais non, même demander qui étaient les professeurs de ma mère à Alger, non, aucune idée. Alors là, vraiment aucune idée. Votre mère s'appelait comment? Briou. Elles étaient de la Nièvre. Ah oui, d'accord. Alors je sais pas s'ils auraient aimé Mitterrand, mais ça, j'en sais rien. Non, mais attention, la Nièvre, c'était déjà au temps ils étaient très républicains. Oui. Très républicains. Ah, j'ai l'impression, oui. Et si je me rappelle bien, je pense que dans les réactions au coup d'État, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de départements
où il y a eu des républicains qui se sont opposés, il y a eu des départements dans le Midi, il y a eu par exemple souvent ça s'appelait les Basses-Alpes, et il y a eu la Nièvre. Donc, oui, la Nièvre. Votre arrière-grand-père, Oui, oui, oui. Oui, il était de cette région-là, moi. Je crois qu'il habitait Nevers, même oui, si. Et votre arrière-grand-père a dû être un des militants républicains. Ah oui, sûrement, parce que. Qui ont fait le coup de fusil contre. Absolument. Enfin, je pense. Mon père me racontait pas tellement. Mon grand-père me racontait surtout sa vie en Algérie. Ah oui, oui. Et ça, c'était passionnant. Oui, c'est ça. J'ai toujours eu un rêve dans ma vie, c'était d'aller à Tamanrasset. Ah oui, d'accord. J'y suis allé d'ailleurs, à cette époque-là, on pouvait y aller facilement. Et puis, dans cette ville du Mali, les noms propres. Gao? Non, non, la ville très connue, très religieuse. Hein? Tombouctou? Tombouctou. Ah, voilà. Mon rêve, c'était d'aller à Tombouctou. J'y suis allé en voiture, d'ailleurs, hein, en partant du bas, là, de la capitale. Et alors, votre grand-père est arrivé en Égypte. Vous vous rappelez à peu près vers quelle année vous l'aviez? Non, parce que il était là déjà quand je suis né, enfin, du moins. Non, il a dû arriver en Égypte avant 1930. Ah oui, ça, voilà, oui. Mais ne me demandez pas, je n'ai pas du tout de notion précise. Vous avez en quelque sorte, il a formé une partie de votre... Ah oui. Ah oui, il nous racontait, alors autant ma mère et mon père n'étaient pas très bavards, autant mon grand-père, il était surtout bavard sur sur Napoléon, sur l'époque, sur Victor Hugo, sur tout ça. Ah oui, moi j'ai été baigné là-dedans, me demandez pas parce que je me rappelle plus, j'étais encore jeune quand même. Mais Victor Hugo, pour lui, c'était le dieu. Ah oui, c'est ça, oui. Oui, il était un peu anticlérical en plus, quoi, oui, voilà. Oui, voilà. Puisqu'il accusait certainement les catholiques d'avoir soutenu Napoléon. Oui, mais enfin, comme on dit, il ne bouffait pas du curé. Mais bon, enfin, il était agnostique. Il vivait à Esmaïlia, alors. Il vivait vous savez, les maisons étaient énormes. Oui. Moi, j'avais 2 frères, mais mon frère aîné est parti dans les Français libres pendant la guerre. Donc, on vivait à 2, ma mère, mon grand-père, mon père et tout ça. La maison, c'est énorme, ces maisons. Mais quand je suis retourné, je trouvais que c'était énorme, bon, comme tout. Quand on y retourne adulte, on trouve tout d'un coup, c'est beaucoup plus petit. Je me rappelle, il y avait un grand jardin, pour moi c'était un grand jardin. Je suis retourné, je dis, mais qu'est-ce que c'est ce petit jardin? Enfin voilà, c'est dur, mais on était dans le... Moi j'habitais ce qu'on appelait les nouvelles villas à Ismaïlia, donc on avait tout le confort, enfin, qui n'existait pas en France. Ah oui, il y avait un confort. Vous avez eu le sentiment qu'il y avait un confort beaucoup plus grand à Ismaïlia? Oh là là, beaucoup, oui. Beaucoup. Ah oui. Il y avait tout, enfin on avait tout le maximum de ce qu'on pouvait avoir à l'époque, enfin. Et puis en plus, il faut bien dire que comme le salaire des employés de maison était relativement bas, donc on avait comme tout le monde, je vais vous le dire, on avait un cuisinier, ce qu'on appelle un suffragi, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui vous servait à table et qui faisait le ménage. Vous aviez quelqu'un qui faisait qui lavait le linge, enfin voilà, donc, si vous voulez. Mais il faut bien dire que on dit que leur salaire était bas, mais il était beaucoup plus haut, le salaire qu'on leur donnait, que ce qu'ils gagnaient, eux, s'ils travaillaient chez les Égyptiens. Oui, c'est ça, oui. La preuve, c'est que quand on a été chassé d'Égypte, les employés de maison, ils pleuraient. Enfin bon, ça existe partout. Hein. Oui, tout à fait, oui. Et alors donc, vous regrettez beaucoup, finalement, vous n'avez pas l'impression que l'enseignement, aussi bien peu Hermel que chez les jésuites, était adapté enfin disons, à raconter des choses aussi sur l'Égypte, sur... Non, malheureusement, je vous dis, non, ce qu'on a appris sur l'Égypte, c'est par mes parents. Oui, c'est ça.
parce que ma mère surtout aimait beaucoup voyager. Et donc, moi j'ai été en Haute-Égypte, j'avais quoi, la première 14 ans. Ah oui, oui. Ah oui, elle s'intéressait à la Haute-Égypte. Oui, et les jésuites aussi. Je me rappelle, une fois, on a fait une grande balade dans le Sinaï. Ah oui, ah bon. Avec les jésuites. Mais non, mais on ne nous apprenait pas à l'école. Il n'y avait pas un enseignement de l'histoire de l'Égypte. On l'apprenait par ce qui se passait, par des trucs, par mes parents. Et par exemple, Ma mère voyageait beaucoup, elle était beaucoup en Haute-Égypte. Ah oui, votre mère s'intéressait beaucoup à la Haute-Égypte. Oui, c'était pas classique dans l'époque. Oui, non, c'était pas classique. Non, les gens n'allaient pas, les ruines, ça les intéressait pas, les gens. Hein. Enfin, l'immense majorité des gens, pas tout le monde. Hein. Et vous parlez d'Égypte et Sinaï, est-ce que les jésuites vous intéressaient à disons, la culture chrétienne du Sinaï? Oui, oui, ça oui, on apprenait quand même, enfin, je ne me rappelle pas s'il y avait des cours sur les Coptes. Bon, moi j'ai appris l'histoire des Coptes, mais je l'ai surtout appris après, en revenant en Égypte. Ah oui. Je l'ai pas tellement, je savais qu'il y avait des Coptes, enfin ils étaient à peu près 10%, un peu la même chose, un peu plus que maintenant. Mais non, à l'école, on ne nous apprenait pas l'histoire de l'Égypte. Ni la langue, je vous le répète, et ça c'était une erreur fondamentale. Oui, même ils ne s'intéressaient pas, disons, aux chrétiens qui étaient en Égypte. Les chrétiens d'Égypte, ils vivaient comme nous. Moi, j'avais plein de Coptes chez les jésuites. Oui, Il y avait plein de Coptes. Oui. Ils étaient considérés comme des chrétiens, enfin, comme nous. Ah bah oui. Enfin, moi, je les considérais comme moi. Moi, je suis catholique pratiquant, mais pas sectaire. Oui, d'accord. Donc, pour moi, c'est la même chose. Oui. La montée, disons, Ah, tout à fait, oui. La montée du nationalisme égyptien. Ah oui. Après, Depuis 52. Oui. Depuis 1952, au moment où le roi Farouk a été démissionné Oui. et remplacé, Oui, par les officiers. bon, tant que ça a été Neguib, bon, ça se passait à peu près. Oui. Puis quand Nasser est arrivé au pouvoir, là, la tension commençait à monter. Et moi, j'ai vu les Anglais, par exemple, dans la zone du canal de Suez, avaient renforcé leur position, mais j'ai vu des bagarres entre les Anglais et l'armée égyptienne à Ismailia. Ah oui. Il y avait une place peut-être qui existe encore, ce qu'on appelait la place des Trois Bagnons. Oui. Et là, j'ai vu des morts. Ah oui. Et pourtant, c'est quand vous êtes venu en vacances parce que Oui, c'était en vacances, oui. Vous étiez à ce moment-là déjà en Oui, France. ben, on retournait comme ça. Ah oui, oui, Comme j'avais pas d'attache en France spéciale, oui. je n'avais pas de cousins, j'avais pas de cousines, j'avais pas de famille en France, donc je retourne. Donc, votre famille, c'était en Égypte. Oui. Enfin, Enfin, à Ismaïla. de toute façon, Oui, après, je me suis fait des amis en France, et bon. oui, d'accord, mais c'était... Mais au début, je retournais en Égypte là-bas et voir la montée de la bagarre entre les Arabes, entre l'armée égyptienne et l'armée anglaise, oui. Oui. C'était ça, il y avait vous sentiez... Il y avait à côté d'Ismaïlia, il y avait un grand camp anglais qui s'appelait le camp de Mouaskar. Oui. Et puis il y avait des bases aériennes sur tout le long du canal de Suez. En particulier dans le sud, dont je ne me rappelle plus le nom. Mais bon. Non, ça chauffait. Oui. Et mon père m'avait très bien dit en 1952, quand je suis retourné, il m'a dit de toute façon, le canal de Suez, il n'ira pas jusqu'en 69. D'accord, il s'était rendu parfaitement compte. Ah oui, oui, lui, il se rendait... Enfin, je pense que beaucoup de gens se rendaient compte, mais ne voulaient pas le croire. Oui, c'est ça. Mais il sentait très bien que ça ne durerait pas. Pas possible. Mais c'était surtout contre les Anglais. Les Français étaient plus... Est-ce qu'il y avait le sentiment anti-français? Ben vous savez, vous connaissez comme moi l'histoire de l'Égypte. La France il a marqué beaucoup quand même, beaucoup de l'histoire de l'Égypte. Et même si Napoléon n'a pas fait que du bien en Égypte, oui,
Il y avait quand même une culture. Tous les gens de mon époque, égyptiens, parlaient français, tous. Toute la classe un peu supérieure parlait français. Tous les ministres parlaient français. Farouk, je ne sais pas, mais tous les ministres parlaient français couramment. Ben, ils avaient tous été élevés soit chez les jésuites, soit chez les frères de Coronfiche, qui était l'autre institut catholique, soit étaient venus en France. Oui, c'est ça. Oui, il y avait... Donc, bon, il y a eu en 1956 une animosité contre les Français, puisqu'ils ont débarqué, mais elle a disparu très vite, très vite, car moi je suis retourné, je vous dis, non, 30 ans après, c'est vrai, ça fait beaucoup, 30 ans quand même. Oui, mais enfin quand même. Mais 30 ans après, les Français étaient très bien vus, les Anglais étaient toujours un peu moins bien vus. Non, j'ai jamais eu de problème, moi, en Égypte. Si, j'ai failli... me faire tuer dans un attentat, mais enfin, à part ça, c'est tout. Oui, ça, vous l'avez à Paris, c'est la même chose. Exactement, tout à fait. Il y a des Français en Égypte qui avaient opté pour Vichy, il y a eu la Syrie... Ah, si vous parlez de l'époque, oui, alors ça, c'est très intéressant parce que j'étais pas français. Et donc, je n'avais pas à prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Ça a été dramatique quand même. Et ça a été, oui, en 40-41, il y avait, enfin non, je dirais peut-être une bêtise, mais il y avait un tiers de vichistes et 2 tiers de gaullistes. Et votre frère aîné, il y en a un qui a pris le choix des mon frère aîné, il est revenu au moment de la guerre. Oui. Il a été rapatrié donc en Égypte. Il a vécu la guerre et en 42 ou 43, il est parti d'Égypte par la Libye jusqu'en Afrique du Nord et il est passé en Angleterre. C'est là où il a fait Donc là, à votre avis, c'est un choix personnel ou c'est parce que vous... Non, c'est un choix personnel. Il était très pour la France et très pour se battre pour la France. Mais lui, à la différence de mon frère et moi, il a été naturalisé à 7 ans ou 8 ans. Je ne sais pas comment. Ne me demandez pas comment. Non, peu importe. Enfin, donc, donc très... Oui, mais là encore, il a fait le choix pour De Gaulle. L'Algérie et puis l'Angleterre, où il a fait l'école navale anglaise, d'ailleurs ce qui n'était pas très bien vu par l'école navale française. Ah, oui. À l'époque, oui, bah, il a été sous les ordres de Thierry d'Argentlieu. Et bon, enfin, après, il a fait toute la guerre, quoi. Oui, c'est ça, oui. Voilà, oui. Et là, vous étiez très jeune à ce moment-là, assez jeune, mais vous avez entendu parler de cette sorte de scission des Français. Ah ben, je la vivais. Oui, c'est ça. À l'intérieur même de votre père, vous en parlez? Non, mais j'en parlais à l'école. Ah, oui. Les enfants, vous savez, les enfants parlent de ces choses-là. Oui. Donc, moi j'étais neutre. Oui. Alors, j'entendais le son de cloche des uns et des autres. Bon, alors, je vous dis, il y en a quand même quelques-uns, je dis pas mal, mais quelques-uns qui sont partis en France pour rejoindre Vichy. Ah oui. Oui, il y en a quelques-uns, pas très nombreux, mais il y en a quelques-uns qui sont partis. Et la plupart des autres, français et anglais, mais français surtout, parce que les anglais, je les côtoyais pas beaucoup, mais les français ont été engagés dans l'armée du Liban. Ah oui. D'accord. Et se sont battus au Liban contre les vichistes. Oui, c'est le siège de Damas. 41, ça doit être 41. Oui. Oui, mais moi c'était très pratique, je n'avais pas à choisir. Oui. Mais là, de toute façon, voilà. Mais ils s'engueulaient, les enfants s'engueulaient entre eux. Gentiment, parce que ça... Oui, mais enfin, il y avait quand même forcément des tensions. Ah oui, il y avait des tensions. Bon, moi, je ne peux pas vous dire le fin fond du problème, puisque je n'étais pas partie prenante. Oui. Mais non, il y avait quand même un... Ah oui, c'est quand même... Et ça a duré, parce qu'après, tout le monde est devenu gaulliste. Oui, Quand De Gaulle est venu en Égypte, il est même venu à Ismaïlia. Je l'avais vu parce que ma mère était très gaulliste. Là, il est venu plusieurs fois, enfin il est venu au Caire surtout, mais il est venu un 14 juillet,
Ne me demandez pas la date, si c'est 42, 43. Il est venu à Ismaïlia. Ah oui. Oui, il a présidé une... enfin, nous, on était là comme ça. Moi j'étais pas partie prenante, mais ma mère était française. Bon, ben, elle m'avait amené.